Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences. Mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Chers collègues, cher Henri Léridon, vous inaugurez aujourd'hui la chaire de développement durable, une nouvelle chaire annuelle du Collège de France. Cette chaire a été créée pour répondre aux questions que nous nous posons tous en termes de possibilités de notre planète à assurer aux générations futures la qualité de vie dont nous avons, nous, le privilège de bénéficier. La question du développement durable demande de prendre en compte des paramètres complexes et imbriqués dans de multiples domaines, environnement, énergie ou encore société. Un regard croisé de chercheurs, d'ingénieurs et de spécialistes en sciences exactes et en sciences sociales est nécessaire. Grâce à un expert de premier plan au niveau international, cette chaire permettra d'aborder sur un cycle de 5 ans les grands enjeux du développement durable, économie du développement, changement climatique et impact sur la santé et l'économie, retentissement des activités humaines sur les cycles de l'eau, du carbone et de l'azote, biodiversité, futur énergétique. Cet enseignement aux ambitions internationales n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de Total, dont le partenariat avec le Collège donne à cette chaire l'ampleur nécessaire pour organiser des colloques internationaux, mettre à disposition du plus grand nombre les enseignements via Internet et diffuser une traduction en anglais du cycle d'enseignement. Cette leçon inaugurale est d'ailleurs retransmise en direct dans plusieurs campus numériques de l'Agence universitaire de la francophonie et sera suivie d'une visioconférence qui permettra de répondre aux questions des acteurs du développement sur place. La question démographique se situe en amont des réflexions et des recherches sur le développement durable. Elle est littéralement au cœur des problèmes économiques et écologiques actuels. Il était logique que la première année de cette chaire lui soit consacrée. Et le Collège de France ne pouvait mieux faire que vous choisir, cher Henri, comme premier titulaire de cet enseignement. Après une formation à l'école polytechnique, puis un doctorat en sciences économiques à Paris, vous avez été chef du département de sociodémographie à l'Institut national d'études démographiques, l'INED, responsable d'unité de recherche dans ce même institut et, jusqu'à récemment, directeur d'une unité de recherche mixte, INSERM-INED, intitulée « Épidémiologie, démographie et sciences sociales ». Vos premiers travaux ont porté sur l'analyse de la fertilité des populations humaines. Vous vous êtes intéressé aux aspects divers de la contraception dans différentes sociétés, à la fécondité, à la démographie de la famille et à la dynamique des populations. Vous avez, entre autres, analysé le décalage qui peut exister entre le début de la baisse de la mortalité et la décroissance de la natalité qui provoque une phase de croissance démographique rapide caractéristique du processus de transition démographique. Vos recherches sur les variations de la fécondité vous ont conduit à explorer les modifications des structures et des normes familiales, changements qui portent sur ce qui est encore considéré comme une valeur refuge en cas de période difficile, la famille. L'ensemble de vos contributions illustre parfaitement la nécessité d'une approche pluridisciplinaire pour aborder ces questions complexes et nous comptons beaucoup sur vous pour nous instruire et nous éclairer. Merci. Merci. Monsieur l'administrateur, chers collègues, mesdames, messieurs et chers amis plus lointains, il y a 40 ans exactement, l'humanité vivait un événement unique et déterminant dans son histoire.
Je ne fais allusion ni au premier pas de l'homme sur la Lune en 1969, ni au mouvement sociopolitique de 1968, mais au fait que le taux de croissance de la population mondiale est passé par un niveau jamais atteint jusque-là, 2% par an, avant que d'amorcer une baisse assez rapide. Il a fallu quelques années pour réaliser qu'un maximum avait été atteint. Jusque-là, c'était la croissance, du taux de croissance, qui retenait l'attention, faisant évoluer la population mondiale au rythme d'une exponentielle d'exponentielle. Ce graphique, que j'emprunte pour partie au démographe et historien Jean-Noël Birabin, montre une évolution possible de la population mondiale depuis 2000 ans. L'échelle est de 0 à 2000. Pourtant, même à cette échelle, qui est logarithmique, la croissance est exponentielle depuis au moins 400 ans. Mais l'évolution des dernières décennies n'est guère visible à cette échelle. Sur le graphique suivant, on décrit seulement les 100 dernières années, c'est la partie bleue de la courbe, et il y a une projection sur 50 ans. Cette fois-ci, l'échelle est ordinaire, non logarithmique, et on peut y voir le ralentissement des 40 dernières années, la croissance apparaissant maintenant simplement linéaire sur cette période, avant de diminuer encore son rythme, probablement dans les prochaines décennies. Il s'agit donc seulement d'une inflexion sur une courbe qui reste croissante. La population mondiale ne diminue pas encore. Il faudrait pour cela que le taux de croissance passe en valeur négative. Et voici justement le taux de croissance représenté toujours sur cette échelle de 150 ans, donc les 100 dernières années et les 100 prochaines. Cette fois, le maximum de 65-70 est bien visible et la diminution du taux depuis cette date est apparente. Le taux a été divisé par 2 en 50 ans, montrant un rythme de réduction supérieur à celui de la hausse au cours des 50 années précédentes, ce qui peut laisser envisager d'arriver à zéro avant la fin du siècle actuel. Ces chiffres ont été publiés par la Division de la population des Nations Unies. Créée en 1946, cette division propose des estimations de la population des divers pays du monde et procède régulièrement à des projections. Elle a aussi favorisé la réalisation de recensements dans les pays qui n'en avaient pas encore connu, permettant ainsi d'affiner les estimations de la population mondiale. Sans être parfaites, ces évaluations sont aujourd'hui de bien meilleure qualité qu'avant la Seconde Guerre mondiale, et la réalité du maximum de croissance vers 1960 ne peut guère être contestée. Mais qu'est-ce qui permet d'affirmer qu'un taux de 2% n'a pas déjà été atteint dans le passé ? Ce sont les grandes lois de la démographie, lois qui ont été établies principalement entre 1920 et 1960. Commençons par le plus simple. Dans une population fermée, c'est-à-dire qui n'échange pas avec d'autres populations, ce qui est évidemment le cas de la population mondiale, le taux de croissance est égal à la différence entre les taux de natalité et de mortalité. La question est donc de savoir quels pouvaient être les niveaux de la mortalité et de la natalité dans les populations du passé. Pour y répondre, il faut soit disposer de statistiques raisonnablement fiables sur ces populations, soit recourir à des estimations s'appuyant notamment sur des bases biologiques, soit combiner les deux. Un homme nous a apporté plus que tout autre sur ce plan, le démographe français Louis Henry. Ce nom ne dit peut-être pas grand-chose à nombre d'entre vous, mais il est, pour beaucoup, le plus grand démographe français et l'un des plus importants au plan mondial. Il a été. Dans les années 60, Louis Henry a simultanément mis en œuvre un grand plan pour reconstituer l'évolution de la population française depuis le XVIIe siècle, en développant des méthodes innovantes en démographie historique, et proposer des modèles mathématiques permettant d'étudier la reproduction humaine. Ayant eu la grande chance de travailler à ses côtés, j'ai pu m'intéresser très tôt à ce dernier domaine. Voyons donc ce second point. Les idées sur la capacité biologique maximale de l'espèce humaine ont été longtemps erronées et beaucoup se trompent encore aujourd'hui à son sujet. Citons à titre d'exemple, pour ne vexer personne, quelqu'un qui a disparu, les termes employés par le polémologue Gaston Boutoul en 1958. Citation. « Sans cet interventionnisme, il s'agit, dans le contexte, de la régulation exercée par les sociétés sur le mariage et sur les relations sexuelles. Sans cet interventionnisme, régnerait la natalité zoologique, on appréciera, c'est-à-dire qu'entre 15 et 45 ans, toutes les femmes auraient un enfant par an. Le compte est vite fait, cela ferait 30 enfants par femme, en moyenne. L'erreur est double, croire que les enfants naissent à intervalles de 1 an et penser que toutes les femmes sont fertiles de 15 à 45 ans. Ce qu'ont montré les modèles de Louis Henry, fondés sur des observations précises des diverses composantes de la reproduction
et sur leur combinaison rigoureuse, modèle dont j'ai moi-même poursuivi le développement par d'autres moyens, c'est que dans une population ne pratiquant pas la régulation des naissances, et dans laquelle toutes les femmes se marieraient vers 15 ans et resteraient en union jusqu'à 45 ans, on ne compterait guère plus de 10 enfants par femme, notamment parce que la pratique de l'allaitement contribue à espacer fortement les naissances. Cette valeur n'a d'ailleurs été que très rarement atteinte dans les populations réelles, parce qu'il est inhabituel que toutes les femmes se marient dès 15 ans et restent en union jusqu'à 45 ans. En pratique, les valeurs observées se situent autour de 5 à 8 enfants par femme, avant prise en compte de la mortalité. Alors, côté mortalité, justement, on a quelques idées de l'espérance de vie dans les populations anciennes. Dans les populations de l'Europe du XVIIIe siècle, par exemple, il est possible d'estimer l'espérance de vie sur la base de la répartition des âges au décès, qui sont connus au travers de l'état civil ou des registres paroissiaux qui ont précédé celui-ci. La durée de vie moyenne en période ordinaire, c'est-à-dire sans cataclysme naturel ou social, se situait généralement autour de 25 ans. C'était le cas de la France, par exemple, au milieu du XVIIIe siècle. Il est difficile d'imaginer qu'elle ait pu être supérieure dans des périodes plus anciennes, les conditions sanitaires et nutritionnelles n'étant très vraisemblablement pas meilleures. Nanti donc de ces deux estimations, des maxima probables pour la fécondité et l'espérance de vie, on peut alors s'appuyer sur la théorie des populations stables, développée par Alfred Lotka, pour en déduire le taux de croissance de la population. Et l'on s'aperçoit que la plage des valeurs possibles se situe entre 0 et 1%. En dessous de 0, évidemment, la population diminue et finit par disparaître. Quelques mots sur Alfred Lotka, qui a tenu un si grand rôle dans le fondement de l'analyse de la dynamique des populations. Ingénieur chimiste de formation, il s'est intéressé à la dynamique des espèces et des systèmes biologiques. Et c'est dans cette perspective qu'il a publié ses premiers articles, en 1907 et 1911, puis l'ouvrage Elements of Physical Biology en 1925, et finalement, en français, la théorie analytique des associations biologiques en 1934 et 1939. Dans son ouvrage de 1925, il posait les équations permettant de suivre l'évolution de deux espèces concurrentes dans un même environnement. C'était plus précisément le modèle proie-prédateur, équations qui seront ensuite connues sous le vocable d'équations de Lotka-Volterra. Lotka a donc toujours considéré l'espèce humaine comme participant à l'écologie d'un système plus vaste. Il était d'ailleurs membre de l'Ecological Society of America dès 1925. Les démographes ont un peu oublié cette dimension de l'œuvre du père de la théorie des populations stables. Une autre raison de penser que l'évolution démographique récente n'a pas de précédent historique, c'est que nous en connaissons le mécanisme. Dans presque toutes les sociétés, la mortalité s'est abaissée sans que la natalité fasse immédiatement de même. C'est le processus de transition démographique qui constituera la trame de mon enseignement dans les prochaines semaines. Pour le résumer très brièvement ici, disons que la croissance de la population mondiale au cours de la seconde moitié du XXe siècle, de 2,5 à 6 milliards d'habitants, est une conséquence des progrès et du développement économique réalisés dans les pays actuellement les plus développés, qui ont exporté vers les pays moins avancés une partie de leur succès dans la lutte contre la mort. Et comme dans ces derniers pays, la baisse de la fécondité a parfois tardé, elle est à peine amorcée encore dans une partie de l'Afrique, le décalage temporel entre l'évolution des taux de mortalité et de natalité a produit une période de forte croissance démographique et conduit à la pointe des années 60. Mais il est clair que des épisodes de croissance à 3% par an, qu'ont connus ou que connaissent encore certains pays, ne peuvent être que des accidents de l'histoire, proprement insoutenables dans la durée. Rappelons qu'à ce rythme, la population double tous les 23 ans, soit en moins d'une génération. La maîtrise de la fécondité par les couples est devenue une nécessité absolue, une conséquence directe de la baisse de la mortalité. Le repère de 8 enfants dans un pays d'Afrique ou d'ailleurs, qui croit perpétuer ainsi la tradition de ses ancêtres, se trompe lourdement. Certes, sa grand-mère a peut-être accouché 8 fois, mais jamais sa famille n'a véritablement compté 8 enfants, car 2 d'entre eux, un quart, étaient décédés avant 1 an, et guère plus de 3, 40%, étaient encore en vie à 20 ans. Alors qu'aujourd'hui, avec une espérance de vie de 55 ans, 6 des 8 enfants atteindront leur 20e anniversaire. Il est regrettable que certains responsables politiques ou religieux, y compris au Vatican, n'aient toujours pas pris en compte cette évolution pourtant indiscutable et irréversible, et qu'ils s'opposent toujours à l'emploi de moyens contraceptifs efficaces, même au sein du mariage. Le cours de la population mondiale durant les 100 dernières années
a donc été véritablement exceptionnelle. Si l'on raisonne en termes absolus, la croissance prend des tours qui peuvent inquiéter encore davantage, si c'est possible. La Terre comptait environ 75 millions d'habitants en plus chaque année dans les années 70 à 90, chiffre qui commence seulement à diminuer. Et pour un continent comme l'Afrique, qui détient le record de croissance actuelle, la population passera de 800 millions à 2 milliards en 50 ans, après avoir déjà doublé en 25 ans. De quoi justifier les inquiétudes qui se sont fait jour à la fin des années 50 et dans la décennie suivante, et qui allaient prendre un tour nouveau avec la publication, en 1968, de l'ouvrage The Population Bomb, la bombe P en français, de l'entomologiste Paul Ehrlich et de sa femme Anne, et susciter un débat mondial avec, en 1972, The Limits to Growth, Halte à la croissance en français, de Donella et Denis Meadows. Ces deux ouvrages, placés au cœur de leurs réflexions et de leurs alarmes, la croissance démographique, jugée insoutenable dans la durée. Par une certaine ironie de l'histoire, leurs auteurs ignoraient que le taux de croissance de la population mondiale était précisément en train de fléchir au moment où ils publiaient leurs ouvrages. Mais même en tenant compte de ce changement de tendance, l'élan donné à la population mondiale n'était pas prêt de finir de produire ses effets, et cette situation entièrement nouvelle, je l'ai dit, méritait réflexion. Ces auteurs préconisaient donc un arrêt rapide de la croissance démographique, mais aussi de la croissance économique. Ce dernier point était particulièrement surprenant dans un contexte où la forte croissance économique mondiale était jugée plutôt positive, voire par exemple l'appellation donnée par Jean Fourastier aux années 45-74, les 30 glorieuses, et où l'on prenait conscience du nécessaire décollage économique de tous les pays que l'on commençait justement d'appeler pays sous-développés ou en développement. Et pourtant, si les ouvrages cités ont eu un écho considérable, et s'ils ont directement contribué à l'organisation de conférences internationales au cours desquelles la notion de développement durable commencera à être discutée, j'y reviendrai, l'idée d'une croissance zéro en matière économique n'a guère fait école. Et c'est ce passage de la perspective radicale d'un arrêt de la croissance à celle apparemment plus réaliste d'une croissance acceptable, parce que soutenable dans la durée, que je voudrais retracer ici. Vous avez en effet souhaité, chers collègues, créer au collège une chaire de développement durable et décider d'en consacrer la première année aux aspects démographiques. Pour m'avoir fait l'honneur de me demander d'assurer ce premier enseignement, je vais vous adresser un double remerciement, à titre personnel bien sûr, mais aussi pour avoir ainsi mis en avant une discipline assez minoritaire et parfois controversée, la démographie. En fait, ce n'est pas la première fois que le Collège de France inscrit la démographie dans ses disciplines d'enseignement. Il y a exactement 50 ans, Alfred Sauvy inaugurait la chaire de développement social qu'il a occupée pendant 11 ans. Si Louis-Henri, a plus que tout autre en France, contribué à faire de la démographie une discipline vraiment scientifique, la démographie ne serait sûrement pas ce qu'elle est aujourd'hui dans notre pays sans Alfred Sauvy. Sa grande clairvoyance, son obstination, sa capacité à choisir des hommes et des femmes de qualité, sa très vaste culture, sa grande connaissance des mécanismes économiques et sociaux et ses propres travaux dans cette toute nouvelle discipline qu'était la démographie, lui ont permis de créer en 1945 l'Institut national d'études démographiques et de le développer si bien qu'il reste, plus de 60 ans plus tard, le fleuron de la démographie française, l'un des 3 ou 4 centres qui comptent en Europe et une référence pour les démographes du monde entier. Alfred Sauvy aimait à rappeler, entre autres anecdotes sur la création de l'INED, cet avis d'un représentant du ministère du Budget. Pour justifier que les quelques postes attribués à l'INED soient des postes de contractuels, des CDD, et non de fonctionnaires, ce lucide défenseur des deniers de l'État estimait que l'ensemble des questions démographiques à traiter pourrait l'être en quelques années, et l'INED pourrait ensuite disparaître, mission accomplie. L'INED a fait de la résistance, a surmonté des crises sérieuses, mais il reste suffisamment de voies à explorer sur les questions de population pour qu'il puisse continuer de montrer son utilité. Par parenthèse, monsieur l'administrateur, c'est une chance que le conseiller de François Ier, Guillaume Budet, n'ait pas tenu à son roi, quand il l'invitait à créer le Collège de France en 1530, des propos semblables à celui du fonctionnaire de 1945. La démographie, presque tout le monde en parle aujourd'hui, et la discipline est parfois victime de son propre succès. Elle appartient indiscutablement aux sciences sociales, mais elle est généralement considérée comme la plus quantitative des sciences sociales, ou la plus dure des sciences molles, si l'on préfère, si on met à part, bien sûr, la science économique. Cette position est justifiée par le recours constant à de nombreuses données numériques et l'utilisation d'outils mathématiques qui ne sont certes généralement pas d'une très grande complexité,
mais qui peuvent suffire à effrayer ou impressionner des littéraires ou des sociologues peu formés aux techniques statistiques. Finalement, ce qu'apporte le démographe, c'est un art de combiner et d'interpréter convenablement les divers ingrédients de l'évolution des populations. Le simple bon sens ou l'expérience personnelle peuvent ici constituer de redoutables pièges. Et le fait que les thèmes abordés par la démographie, la naissance, la mort, la migration, le mariage, à la fois soient très proches des expériences individuelles et touchent à des questions de société majeures, expose la démographie à de graves malentendus, voire à de redoutables controverses. Certaines controverses sont saines et obligent à approfondir la réflexion. D'autres relèvent de la pure idéologie et ne visent qu'à instrumentaliser la discipline pour mieux asseoir des positions personnelles. Et là, l'appartenance de la démographie au monde des sciences sociales et sa petite dimension l'expose à des risques non négligeables de dommages majeurs. Du moins est-ce le cas en France, car ailleurs, les débats sont habituellement plus sereins. Mais revenons aux années 60 et aux controverses sur la croissance. Alfred Sauvy s'était lui-même engagé dans le débat, en se plaçant résolument dans le camp des opposants à l'idée d'un arrêt de la croissance économique. Dans un ouvrage écrit en réplique immédiate à Halte à la croissance, il utilisait à propos de celui-ci les termes de mystification, d'attrait de la sorcellerie, de pessimisme morbide, et attribuait finalement un zéro à la croissance économique zéro. Il s'affrontait souvent dans les débats publics, à la télévision ou ailleurs, à René Dumont, le père de l'écologie française, et un supporter des idées des Ehrlich ou des Meadows. Alfred Sauvy avait au moins une bonne raison de ne pas croire aux vertus d'un arrêt immédiat de la croissance. Pour lui, comme pour de nombreux économistes, la croissance économique devait au minimum s'ajuster à la croissance démographique. Or, celle-ci avait encore de beaux jours devant elle, car en bon démographe, Sauvy savait qu'on n'arrête pas facilement une population en pleine croissance, pas plus qu'on arrête une locomotive ou un pétrolier en quelques centaines de mètres. Jean Bourgeat-Pichat, le successeur d'Alfred Sauvy à la tête de l'INED, l'avait superbement montré en 1970 dans la revue Population, avec les moyens de calcul assez limités de l'époque. Il avait pris l'exemple du Mexique, dont le représentant des États-Unis à la Commission de la population des Nations unies voulait stopper la croissance démographique avant l'an 2000, c'est-à-dire en moins de 40 ans, comme il le souhaitait d'ailleurs pour tous les pays à croissance démographique rapide. Pour obtenir un tel résultat, en admettant que la mortalité continuerait de baisser, il faut supposer une diminution très brutale de la fécondité. Dans le cas du Mexique, celle-ci devait passer de près de 7 enfants par femme à moins de 1 en une génération, 30 ans. Les mères avaient 7 enfants, les filles, 1 enfant. Ce choc, indispensable pour bloquer rapidement la croissance de la population, induirait ensuite et pendant très longtemps d'énormes oscillations dans le niveau de la fécondité, qui devrait remonter et redescendre et remonter, et la structure par âge, qui serait très difficilement gérable. Un objectif beaucoup plus réaliste consistait à ramener en 40 ans la fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme, au niveau de remplacement des générations, un peu au-dessus de 2. Il ne permettait pas de stabiliser l'effectif de la population avant plusieurs dizaines d'années, plus tard, et à un niveau qui serait 2 fois plus élevé, mais il le ferait sans à-coups et de façon beaucoup plus réaliste. C'est d'ailleurs, grosso modo, la voie qui a été suivie par la population mexicaine de 1970 à aujourd'hui. Côté population, il était donc tout à fait irréaliste d'imaginer en 1970 une croissance zéro avant un assez grand nombre de décennies. Du côté de l'économie, la grande majorité des spécialistes à cette époque n'imaginaient pas davantage un arrêt de la croissance. Que nous dit la théorie économique à ce sujet ? Je vous invite à réviser d'abord un peu nos classiques, très rapidement, trop rapidement. Bien entendu, le concept de croissance est, depuis toujours, au cœur de la théorie économique. Mais c'est plus souvent pour en discuter les conditions, les modalités, les interactions avec l'emploi, l'épargne ou l'investissement, que pour en discuter le principe même et les limites éventuelles. Les économistes classiques des XVIIIe et XIXe siècles, tels Adam Smith, David Ricardo ou John Stuart Mill, se sont posé la question. Et ils avaient une vision plutôt pessimiste de la croissance. La loi des rendements décroissants, l'augmentation fatale du prix des terres et des matières premières sous l'effet de la rareté et la baisse tendancielle des profits, déjà considérés comme les véritables moteurs de la croissance, tout se conjuguait pour conclure que la croissance n'aurait qu'un temps et que les économies tendraient vers un état plus ou moins stationnaire. Perspective qui n'avait d'ailleurs rien de catastrophique pour la plupart de ces auteurs. La suite de l'histoire ne leur a guère donné raison, mais le second des 3 arguments, la rareté des terres cultivables et des matières premières,
revient dans le débat actuel. Malthus, bien sûr, avec son fameux essai sur le principe de population, dont la première édition est parue en 1798, a donné une version beaucoup plus pessimiste des limites de la croissance, même s'il a sensiblement atténué sa présentation dans ses écrits ultérieurs. Comme on le sait, Malthus opposait une croissance géométrique spontanée de la population à une croissance au mieux arithmétique des ressources alimentaires. La divergence ainsi créée conduit inévitablement à une crise alimentaire, donc à une hausse de la mortalité et une réduction brutale de la population. Pour l'éviter, il faut que les individus mettent en œuvre des freins préventifs, la contrainte morale, c'est-à-dire le retard au mariage, l'abstinence sexuelle dans celui-ci. Mais si, comme l'histoire l'a montré, la population peut en effet croître au rythme exponentiel, Malthus sous-estimait gravement les capacités de l'agriculture à augmenter sa productivité. Contemporain de Malthus, Condorcet avait exprimé peu avant la même idée d'une façon un peu différente. Comme le note Amartya Sen, Condorcet avait émis l'idée que la croissance démographique pourrait conduire à une diminution continue du bonheur et avait posé les fondements du scénario malthusien en envisageant une augmentation du nombre des hommes surpassant leurs moyens de subsistance. Mais Condorcet, à la différence de Malthus, faisait confiance au progrès de la raison pour que les individus restreignent spontanément leur fécondité. Et du coup, voici ce qu'il écrivait en 1793, avant Malthus, dans le chapitre prospectif de son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Il pourrait donc y avoir une limite à la masse possible de subsistance et par conséquent à la plus grande population possible, sans qu'il en résultât cette destruction si contraire à la nature et à la prospérité sociale d'une partie des êtres qui ont reçu la vie. Notons au passage que l'indicateur de croissance pour cet auteur n'était pas la production ou le niveau de vie, mais le bonheur, et qu'il aurait sans doute apprécié les tentatives actuelles de construction d'indicateurs du type bonheur national brut. Mais après tout, Condorcet n'était pas économiste. Le débat ouvert par Malthus sur les possibilités d'une modification spontanée des comportements face à la pression démographique ne sera jamais clos et il est toujours d'actualité. Au milieu du XIXe siècle, Marx va à son tour et à sa façon nier la possibilité d'une croissance illimitée. Il reprend le troisième argument des classiques concernant la baisse tendancielle des taux de profit pour en conclure que le capitalisme n'y survivra pas et pour les post-marxistes orthodoxes, le système socialiste, qui devrait se substituer au capitalisme, serait libéré de cette contrainte et ne devrait donc plus rencontrer d'obstacles à la croissance. La seconde moitié du XIXe siècle a aussi été marquée par la révolution marginaliste qui a donné de nouveaux outils à la théorie économique, avec notamment les contributions de Jevons, Menger, Walras et Pareto. En se concentrant davantage sur les aspects microéconomiques, avec les théories subjectives de la valeur, la notion d'utilité marginale et l'invention de l'homo economicus, cette approche ne posera pas directement la question de la croissance, même si, par exemple, la question de l'accumulation du capital est abordée. Le principe fondamental d'équilibre des marchés, walrasien notamment, atteint quand l'offre est égale à la demande, ne précise pas si cet équilibre peut être indéfiniment repoussé sous l'effet d'une demande en croissance permanente. À la même époque, Alfred Marshall révise aussi la loi de Ricardo sur les rendements décroissants. En son temps, cette loi s'appliquait surtout à l'agriculture, alors que les économistes de la fin du XIXe siècle s'intéressent évidemment d'abord aux entreprises industrielles. Marshall constate la possibilité de rendements d'abord croissants dans les entreprises, mais jusqu'à un certain point, au-delà duquel ils diminuent, ce que Marshall résume en loi des rendements non proportionnels. De leur côté, toujours à la même époque, les théoriciens des cycles économiques traiteront de la croissance sous une forme paradoxale, puisqu'il s'agit par définition d'alternance de phases de croissance et de décroissance, phases qui peuvent elles-mêmes se superposer à une tendance longue de croissance. Parmi les multiples contributeurs, et pour l'anecdote, mentionnons à nouveau Jevons, qui prétendra expliquer les cycles économiques par les effets des taches solaires sur les récoltes agricoles. Et nous ne sommes pas très loin de certains débats actuels sur l'origine des changements climatiques. Mais dans l'ensemble, toute l'économie néoclassique se construit sous l'hypothèse implicite d'économie en croissance. La période 1920-1945 verra une remise en cause profonde des certitudes classiques ou néoclassiques du siècle précédent, comme des modèles socialistes. Les grandes crises économiques font craindre un arrêt de la croissance par défaillance de la demande. Schumpeter, le théoricien de l'entrepreneur, craint de son côté une perte de l'esprit d'innovation dans une société qui tend à se bureaucratiser, déjà. John Maynard Keynes propose une méthode de pilotage des économies nationales qui est d'abord destinée à restaurer le plein emploi, mis à mal par les grandes crises de l'entre-deux-guerres.
Et bien que Keynes ait refusé de s'intéresser au long terme, le rôle qu'il attribue à l'investissement dans l'entretien de la croissance sur le court terme n'est pas loin de constituer de facto une théorie de la croissance. L'après-Seconde Guerre mondiale va une nouvelle fois changer la donne. L'économie américaine doit se reconvertir après l'immense effort de guerre. En Europe, il s'agit de reconstruire des économies exsangues, de relancer les productions agricoles et minières, de rebâtir des industries modernes. La course à la croissance est donc lancée. Simon Kuznets en avait d'ailleurs défini l'outil de mesure, le produit intérieur brut, le PIB, qui constitue toujours la référence majeure en la matière. Et la croissance n'est pas seulement mesurée ex post, elle est planifiée, et pas seulement dans les économies socialistes. On développe partout, à partir des années 50 et 60, des modèles économiques nationaux, dont l'un des outputs est la croissance du PIB. En France, par exemple, ce sera FIFI. Ces modèles, cependant, ne fonctionnent qu'à court ou moyen terme, quelques années tout au plus, et leur caractère national va les rendre de moins en moins performants dans des économies de plus en plus mondialisées. L'après-guerre marque aussi un autre tournant. C'est la découverte du reste du monde, ces nouveaux pays qui vont naître les uns après les autres de la décolonisation. Ce tiers-monde, pour Alfred Sauvy et François Pérou, qui vient s'ajouter au monde capitaliste déjà développé et au vaste secteur socialiste constitué par le bloc soviétique et la Chine. On peut, avec Gunnar Myrdal, s'étonner du peu d'intérêt qui avait été porté jusque-là à ces pays et à leurs économies. Dans son ouvrage « Asian Drama and Inquiry into the Poverty of Nations », en 1968, il écrivait « Il y a eu un surprenant manque d'intérêt pour le colonialisme parmi les économistes. La question de savoir si les colonies constituaient un réel avantage économique ou non reste ouverte. Une autre question devrait étonner les historiens. Comment les pays colonisateurs ont-ils pu, avec une telle gaieté de cœur, prendre en charge la responsabilité morale du destin de millions et de centaines de millions de personnes asservies de l'autre côté des océans ? Bonne question et toujours actuelle. Certes, des chercheurs s'étaient intéressés à ces pays avant la Seconde Guerre, mais selon Myrdal, il s'agissait surtout d'anthropologues culturels envoyés par les centres de recherche des pays riches et qui proposaient une vision très statique des sociétés, institutions et pratiques culturelles qu'ils découvraient et qui leur semblaient dépourvues de capacité d'évolution. Quoi qu'il en soit, ces nouveaux pays constituaient autant de nouvelles économies dont le seul destin possible, à l'évidence, était de croître. En 1968, la bombe population éclate donc dans un monde où ni à l'ouest, ni à l'est, ni au sud, on ne semble préparé à l'idée qu'il existerait des limites à la croissance. Comment le débat se développe-t-il ? C'est l'ouvrage des Meadows et de Forester, The Limits to Growth, paru en 1972, connu aussi sous le nom de Rapport du Club de Rome, qui retient le plus l'attention et qui subira les plus vives critiques. Il s'appuie sur un modèle utilisant la dynamique des systèmes, développé au MIT par Jay Forrester, que celui-ci avait présenté l'année précédente dans son ouvrage World Dynamics. Allant bien au-delà des modèles économiques nationaux que j'évoquais plus haut et des multiples modélisations économétriques de l'époque, l'ouvrage propose pour la première fois un modèle mondial et global, c'est-à-dire prenant en compte des dimensions jusque-là négligées, telles que l'impact de la pollution ou les contraintes possibles sur les ressources. Le modèle connaît immédiatement un immense succès et reçoit une pluie de critiques. L'une des réactions les plus cinglantes viendra dès 1973 de l'économiste de la Coles Foundation, William Nordhaus, dans un article au titre évocateur « World Dynamics, Measurement Without Data ». Il met en cause notamment le caractère dérisoire des hypothèses économiques, l'absence de validation sur données empiriques, la trop grande sensibilité du modèle aux variations des hypothèses ou des données, l'absence de rétroaction des marchés et la prise en compte trop limitée du progrès technique. Alors, quelles étaient les variables fondamentales du modèle ? Il y en avait 5. Les ressources alimentaires, tirées annuellement du stock de terres disponibles et de la productivité agricole, les ressources naturelles, pétrole, charbon, métaux, etc., extraites annuellement aussi des réserves disponibles, la production industrielle et l'évolution du capital productif, le degré de pollution et ses conséquences sur la détérioration de l'environnement, et enfin la population mondiale. Aucune variable n'occupe une position privilégiée dans le modèle. Toutes interagissent entre elles. La pollution, par exemple, agit sur la population par l'intermédiaire du taux de mortalité, mais elle est aussi fonction de la population totale. À ces variables fondamentales s'ajoute un grand nombre de variables intermédiaires, environ 80, qui sont toutes reliées entre elles par des relations causales, les effets pouvant parfois être retardés
Par exemple, les effets bénéfiques d'un nouvel apport des services de santé pour réduire la mortalité ne se font pas sentir souvent avant plusieurs années. Le modèle gère l'ensemble de ces interrelations selon la méthode de la dynamique des systèmes. Dans le sous-modèle démographique, par exemple, la mortalité dépend du niveau des ressources alimentaires, du degré de pollution, du niveau de surpeuplement déjà atteint et des efforts déployés par les services de santé. La fécondité, quant à elle, est fonction du nombre d'enfants désirés, qui dépend lui-même de l'espérance de vie et du niveau de vie, de l'efficacité de la contraception, laquelle dépend de l'activité du secteur des services par le canal desquels l'information sur les méthodes contraceptives peut être diffusée. L'effectif de la population ainsi obtenu agit à son tour sur les autres variables, telles le volume de la population active, le degré de pollution ou la production disponible par tête, etc. Ainsi présenté, le modèle peut donc sembler non trivial et prendre en compte beaucoup de variables clés. Le problème est que les diverses relations n'étaient guère décrites dans l'ouvrage. Pas une seule relation ou variable n'est tirée de données observées ou d'études empiriques, note férocement et un peu injustement Nordhaus, alors qu'elles assurent le fonctionnement du modèle et surtout qu'on peut douter de notre capacité, même aujourd'hui, à traduire chacune des interactions par une équation simple, qui sait, par exemple, relier la mortalité générale au niveau de la pollution. Plus brutalement, on peut dire que le modèle du Club de Rome contenait une source de blocage très simple. Alors que les trois variables de base étaient soumises à des limites absolues, les ressources alimentaires, les ressources naturelles et la production industrielle, la seule variable à croissance exponentielle non contrôlée était la population mondiale. Le système était donc forcément explosif, comme Malthus l'avait dit 150 ans plus tôt. Le modèle est finalement resté sans lendemain, sauf pour ses auteurs, qui ont continué à le développer, et il y a une version 2000 du modèle qui existe. Plus personne n'a tenté par la suite de construire un modèle aussi global. On s'est contenté de modèles reliant les variables 2 à 2, population et économie, pollution et économie, climat et population. En France, par exemple, Jacques Le Sourne dirige à l'OCDE de 1976 à 1979 le projet Interfutur qui étudie, en réaction à l'approche globale du Club de Rome, des variantes de croissance possibles, assurant notamment des équilibres entre pays du Nord et pays du Sud. De son côté, William Nordhaus, le critique féroce des modèles de Forester, a proposé le modèle DICE sur les relations entre économie et climat. Au moins le modèle du Club de Rome a-t-il eu le mérite d'attirer l'attention sur des variables qui font partie intégrante aujourd'hui du concept de développement durable. Sauf une, cependant, la possibilité de changement climatique. Aujourd'hui, les scénarios du GIEC sur les conséquences éventuelles du réchauffement de la planète traitent la variable démographique essentiellement comme une donnée exogène, l'accroissement de la population contribuant à l'augmentation de la production de CO2. Les effets en retour ne sont évoqués que pour les migrations qui pourront résulter de la désertification de certaines régions et de l'élévation du niveau des mers et aussi indirectement sur la mortalité. Je ne vais pas énumérer ici tous les travaux passés ou en cours sur les conséquences économiques, sociales ou géopolitiques d'un probable réchauffement climatique. Parmi ceux des économistes, le rapport le plus récent, la très complète Stern Review on the Economics of Climate Change en 2006, tranche par son diagnostic pessimiste, tout en arguant que le coût des politiques qui permettrait d'éviter de graves dégâts à long terme serait bien inférieur à celui qui résulterait de ces dégâts éventuels. On s'aperçoit que dans ce type de travaux, beaucoup dépend notamment du choix du taux d'actualisation. La sélection d'un tel taux s'impose en matière d'investissement. Il s'agit de choisir entre un revenu disponible immédiatement ou dans X années. L'existence d'un véritable marché de produits financiers donne un sens concret et immédiat au taux d'actualisation. Il en va autrement quand on tente d'estimer le coût d'un dommage possible dans X années, par exemple en matière de dégâts environnementaux. Comment estimer la valeur d'un inconvénient qui sera en fait supporté collectivement et par les générations futures, surtout si l'on suppose que du fait de la croissance économique, ces générations seront sans doute plus riches que les générations actuelles. Il faut pour cela tenir compte d'abord de la préférence pure pour le présent de la génération actuelle, c'est-à-dire ce qui, toute chose égale par ailleurs, conduit à minorer le bien-être des générations futures. On ne s'intéresse pas de la même façon au sort de ses propres enfants et à celui des générations qui vivront dans 100 ou dans 1000 ans, même si cette attitude peut être par ailleurs exacerbée par l'égoïsme ou atténuée par l'altruisme. Il faut aussi se prononcer sur la contribution au bien-être global d'un gain de 1% par exemple de notre niveau de vie aujourd'hui, comparé à un gain similaire de
de 1% pour une génération future, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, nous interroger sur l'utilité de cette recherche additionnelle pour les générations en cause. Ceci étant, encore faut-il, pour apprécier la valeur de cette richesse, estimer la croissance probable de la richesse globale jusqu'à l'horizon choisi. Nos descendants seront peut-être plus riches que nous. Enfin, il faut éventuellement mettre en balance les améliorations de nature essentiellement qualitative, par exemple sur la qualité de l'environnement, et les modifications de la richesse marchande, en anticipant les arbitrages qui seront faits, qui seront souhaités en la matière par nos descendants. Mission impossible, pensent certains, qui ne souhaitent pas ouvrir une boîte dans laquelle coexistent l'économique et l'éthique. D'autres s'y essayent, comme Nicolas Stern, que j'ai cité, ou ici même Roger Guenry. Mais si l'on ajoute aux questions que l'on vient d'énumérer le fait que les écarts entre les effets d'un taux d'actualisation à 2% ou d'un taux à 3%, estimé à 30, 40 ou 50 ans, sont considérables, un taux à 2% multiplie par 2,7 votre valeur initiale en 50 ans, un taux à 3% le multiplie par 4,4, on comprend notre grande difficulté à peser aujourd'hui des risques à très long terme. Un autre enjeu économique majeur est celui de la substituabilité des facteurs de production, et notamment des matières premières énergétiques. Beaucoup de projections du passé ont négligé cet élément, qui est l'une des dimensions du progrès technique. C'est notamment l'un des reproches adressés au modèle Meadows-Forrester. Après le recul du charbon, pas partout encore, et le repli possible du pétrole, sera-t-on en mesure de mettre en œuvre des énergies de substitution sans aggraver les problèmes environnementaux? Oui, répondent les optimistes, parce qu'il en a toujours été ainsi dans le passé, et même si l'on n'est pas encore capable de prévoir le type de substitution à venir. Non, répondent les pessimistes, parce qu'il viendra un moment où le coût en énergie de l'accès à ces ressources sera tel que leur exploitation n'aura plus de sens économique. Et donc la seule voie de salut ne pourra venir que de substantielles économies d'énergie. Du moins, ce raisonnement vaut-il pour les ressources fossiles non renouvelables. J'y reviendrai dans un instant. Tous ces débats ont donc reposé la question du caractère indéfini ou non de la croissance économique. Si pour la grande majorité des économistes, la question ne se pose guère, c'est en raison de l'effet miraculeux du progrès technique qui vient de façon constante contrecarrer la loi des rendements décroissants et permet ainsi une croissance apparemment sans limite. Ce progrès technologique joue par exemple un rôle crucial dans les modèles de croissance dite équilibrée de Robert Solow. À partir des années 80, la théorie économique a de surcroît cherché à endogénéiser le mécanisme de la croissance en montrant que le progrès technique résulte lui-même des efforts économiques consentis en améliorant le capital humain par une meilleure formation, en favorisant l'accumulation et la diffusion des connaissances, en développant les infrastructures publiques, en poussant les entreprises à multiplier les prises de brevets et en augmentant les dépenses de recherche. Et oui. Mais la question des limites éventuelles à la croissance ne se posait pas qu'aux économistes. Et les responsables politiques se sont aussi emparés du débat. L'année même de la sortie de la bombe P en 1968, se tenait à Paris une conférence organisée par l'UNESCO sur la biosphère qui abordait pour la première fois la question du développement écologiquement viable. Et l'année de publication de l'ouvrage du Club de Rome, en 1972, se tenait à Stockholm la conférence mondiale des Nations Unies sur l'environnement humain, dite aussi Une seule terre, dont devait sortir notamment une nouvelle instance onusienne, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, et le groupe international des experts sur le climat, le GIEC. En 1987, la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, qui avait été établie quelques années plus tôt par les Nations Unies, sort son rapport, le fameux rapport Brundtland, notre futur commun, qui est toujours la référence pour le concept de développement durable. S'ouvre alors le bal des grandes conférences mondiales sur le sujet. Le sommet de la Terre à Rio en 1992, avec sa suite en 1997. La conférence du Caire sur la population et le développement en 1994. Le sommet du millénaire en 2000 à New York. Le sommet mondial du développement durable à Johannesburg en 2002. Sans parler des conférences spécialisées sur le climat à Genève, à Berlin, la signature du protocole de Kyoto en 1997, des conférences sur l'urbanisation, Vancouver, Istanbul, ou sur l'alimentation, il y en a eu plusieurs, et j'en oublie. Si l'efficacité de toutes ces grands-messes reste à démontrer, elle témoigne cependant d'une prise de conscience de problèmes nouveaux et s'opposant à l'échelle mondiale. Et c'est aussi au fil de ces réunions que s'est forgée la notion de développement durable, dont l'émergence n'était pas évidente. En 1986 encore, les Nations Unies proclamaient le droit au développement en le définissant comme un processus global, économique, social, culturel, politique,
qui vise à améliorer sans cesse le bien-être de l'ensemble de la population et de tous les individus. Améliorer sans cesse, ce libellé ne suggère pas précisément l'idée d'une limite à la croissance. L'année suivante, en 1987, donc, le rapport Brundtland introduisait et définissait la notion de « sustainable development » qui, après quelques hésitations, est maintenant traduit par « développement durable ». Voici la définition. Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Vous connaissez tous cette phrase. La suite est moins connue dans le même paragraphe. Deux concepts sont inhérents à cette notion. Le concept de besoin, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, et à qui il convient d'accorder la plus grande priorité, et l'idée de limitation que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Le même document précise toutefois que le développement durable est loin de requérir la fin de la croissance économique. Pour les auteurs, donc, croissance et développement durable ne sont pas antagonistes. Le succès de ces nouvelles idées va aussi encourager les quelques théoriciens peu nombreux de la croissance économique zéro, tels Nicolas Georgescu-Roegen ou Herman Daly aux États-Unis, qui sont toujours les principales références des partisans actuels de la croissance zéro. Pour Georgescu, qui s'inspirait de travaux de Lotka encore, et de l'écologiste Howard Odum, il est très important de reconnaître que la loi de l'entropie est à la racine de la rareté économique. Or, selon cet auteur, je cite, « En termes d'entropie, le coût de toute entreprise biologique ou économique est toujours plus grand que le produit. Il y a donc dans toute activité de production économique une dégradation inévitable du système global. L'énergie obtenue à partir du charbon n'est pas réversible en charbon, et en brûlant le charbon, on a donc augmenté l'entropie du système Terre. » Dans cette perspective, même le principe de substituabilité ne peut pas être retenu comme un argument en faveur d'une croissance continue. Cette démarche va donc bien au-delà de la simple menace d'épuisement de certaines ressources rares. Elle conduit à mettre en cause le principe même de la croissance économique. Du coup, cette école de pensée reproche à la notion de développement durable d'accepter implicitement l'idée d'une croissance économique, certes maîtrisée ou plus douce et plus soucieuse des impacts environnementaux, plus économe en ressources rares. Pour ces tenants, un développement vraiment soutenable est tout bonnement incompatible avec toute forme de croissance économique. Seule une décroissance peut véritablement et raisonnablement être envisagée. Notons toutefois à propos du raisonnement anthropique que si nous nous intéressons au système Terre dans sa globalité, il y a au moins une source d'énergie inépuisable, celle en provenance du Soleil, qui assure le développement des plantes et par là de toutes les espèces vivantes et qui pourrait un jour constituer l'essentiel de notre production énergétique sans réduire l'entropie globale de la Terre. On peut donc être sur ce plan un peu moins pessimiste. Finalement, la notion de développement durable se trouve attaquée de deux côtés. D'un côté, on y voit un frein excessif et plus idéologique que rationnel au développement nécessaire de l'ensemble des sociétés, en particulier de celles qui sont encore les moins avancées économiquement, et de l'autre, on n'y voit qu'une façon habile de redonner un aspect présentable à la croissance économique indéfinie. Et la croissance démographique dans tout cela. L'alarme des années 70 s'est aussi traduite par le lancement de programmes de planification familiale, parfois liés au plan de développement, et dont l'acceptation conditionnait même quelquefois l'aide financière de certaines agences internationales. Mais certaines voix se sont élevées pour dire que la croissance démographique n'avait pas forcément que des inconvénients. Esther Boserup défendra l'idée que, dans la relation entre croissance de la population et ressources agricoles, la première peut jouer le rôle d'incitatif puissant, conduisant à mettre en œuvre des techniques jusque-là jugées inutiles par les agriculteurs. De son côté, l'économiste Julian Simon insistera sur la meilleure division du travail, la facilitation des ajustements structurels et la pression créatrice, là encore, d'une population plus nombreuse ou croissante, donc de structures plus jeunes. Les observations empiriques visant à mettre en relation les taux de croissance démographique et du PIB par habitant montrent généralement de très faibles corrélations. La relation est donc certainement complexe et elle dépend de multiples variables. Mais à vrai dire, le débat sur la surpopulation n'a plus guère de sens aujourd'hui. D'une part, et quoi qu'on en ait, les 6,6 milliards d'habitants sont là, et il est plus urgent de les nourrir et de leur offrir des conditions de vie décentes que de chercher à savoir s'ils sont trop nombreux ou non. D'autre part, on l'a vu, la baisse de la fécondité est déjà bien avancée. Le nombre moyen d'enfants par femme est passé de 5 à 2,7
en une quarantaine d'années, alors que le niveau de remplacement des générations se situe à 2,1, 2,2. C'est dire que la plus grande partie du chemin, 80%, a déjà été parcourue. Et le seuil de 2,2 pourrait être atteint dès 2030. Là aussi, on ne voit guère comment il serait possible d'aller beaucoup plus vite, je renvoie à l'exemple cité tout à l'heure, même si certains pays d'Afrique ont encore des taux de croissance très élevés et probablement trop élevés. Il faut dire aussi que dans nombre de pays industrialisés, on craint maintenant plutôt un recul démographique, ce qui rend sans objet le débat sur les risques d'une trop forte croissance de leur population. La majorité des pays actuellement développés ont connu une phase d'assez forte croissance entre le début du XIXe et le milieu du XXe, à une époque où la croissance était encore faible dans les autres pays. Du coup, leur part dans la population mondiale a pratiquement doublé. Cette progression a maintenant été annulée et la part de ces pays développés va encore se réduire, du fait d'une fécondité nettement inférieure à la moyenne mondiale. Ce sera surtout vrai pour l'Europe, où la population de certains pays commence déjà à décliner, en Allemagne, une grande partie des pays d'Europe centrale et orientale, dans les pays baltes, en Russie, et où celle d'autres pays ne se maintient que grâce à l'immigration, en Grèce, en Italie ou au Portugal. Des changements sociologiques majeurs sont à l'œuvre dans ces pays depuis 30 ans, à l'ouest, ou une quinzaine d'années à l'est, et les comportements de fécondité en ont été fortement affectés. On ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance, pouvait-on lire, paraît-il, sur les murs de Sciences Po en mai 1968. On n'en est pourtant pas très loin aujourd'hui. Nos sociétés semblent attendre d'une croissance économique forte, non seulement un surcroît de bien-être et une solution au problème du chômage, mais aussi une réduction automatique des inégalités sociales. Sur ce dernier point, au moins, l'illusion est grande, malheureusement. On sait que la croissance n'a pas contribué à la réduction des inégalités au sein des populations des divers pays dans les dernières décennies, ni dans les pays développés, ni dans les autres. Notre planète compte toujours, d'après la FAO, près d'1 milliard de pauvres ou de gens mal nourris. Il faudrait s'entendre aussi sur le contenu de la croissance, dont le PIB ne donne sans doute plus une idée tout à fait adaptée aux contraintes actuelles. Mais que l'on accepte une version extensive ou restrictive de la notion de développement durable, il est certain que nos sociétés devront s'adapter à de nouvelles contraintes et modifier leurs normes de référence. Nous devrons modifier nos habitudes alimentaires, nos modes de consommation, en particulier en matière énergétique, mais aussi alimentaire, réduire drastiquement les niveaux de pollution, etc. Je n'ai pas eu le temps ni l'ambition, au cours de cette leçon, de décrire les diverses dimensions du développement durable. Il aurait naturellement fallu parler davantage du climat et de l'énergie et de l'alimentation, entre autres. Ce sera l'objet d'enseignements dans le cadre de cette chaire dans les années à venir, et nous en parlerons aussi dans le colloque international qui sera organisé en juin. Pour cette année, nous en resterons donc aux questions de population, et je m'intéresserai dans les prochaines semaines aux hypothèses et aux limites du schéma de la transition démographique, aux méthodes et à la qualité des projections démographiques, et aussi aux problèmes plus spécifiques des pays les plus développés que je viens d'évoquer. Et l'on pourra se demander si une diminution des capacités reproductives ne contribuerait pas à la baisse de la fécondité observée, sujet auquel je me suis particulièrement intéressé ces dernières années. Finalement, à moins de se placer dans la logique de ce qu'on appelle la deep ecology, pour laquelle l'homme n'est qu'une espèce parmi d'autres, sans droit particulier sur la Terre, mais avec un pouvoir de nuisance démesuré, il faut bien considérer que l'homme se situe au centre de toutes nos problématiques. On le dit souvent, on oublie que l'économie est faite pour satisfaire les besoins des hommes et non l'inverse. Le développement doit être durable pour permettre aux générations futures de vivre convenablement sur notre Terre, non pour ramener celle-ci à un état de nature indéfinissable et utopique. Et j'emprunterai ma phrase de conclusion à Condorcet, à nouveau, qui avait réussi à résumer en quelques mots, je crois, à la fois le principe éthique du développement durable et l'incontournable contrainte démographique. Évoquant toujours l'hypothèse d'une possible limite à la croissance démographique mondiale qui serait induite par un plafonnement des ressources, il écrivait en 1793 « Mais, en supposant que ce terme dût arriver, il n'en résulterait rien d'effrayant pour le bonheur de l'espèce humaine, car les hommes sauront alors que s'ils ont des obligations à l'égard des êtres qui ne sont pas encore, elles ne consistent pas à leur donner l'existence, mais le bonheur. » Et je vous remercie de votre attention.